Merci de votre présence. L'hôpital Lachine s'est fait promettre. L'hôpital Lachine, c'est le dernier hôpital francophone de l'ouest de l'île de Montréal. On pourrait dire à l'est de Saint-Laurent, sur l'île de Montréal. C'est un hôpital communautaire qui est excessivement apprécié par la population de Lachine, qui est très, très attachée, et l'a démontré à plusieurs reprises de nombreuses manières. Le gouvernement s'est engagé pour que Lachine accepte la fusion de son conseil d'administration avec le CUSUM, s'est engagé à l'aider à la rénovation puis à l'amélioration de ses services. 60 millions de dollars promis en 2008 par M. Bolduc lui-même. Cet argent-là n'est pas encore au rendez-vous à Lachine, malgré toutes les représentations faites par le conseil d'administration de l'hôpital et les représentants de l'hôpital. Avant que M. Bolduc rencontre ses obligations, il promet à mon hôpital, moi je travaille à Le Gardeur, un autre hôpital qui a d'immenses besoins parce qu'on dessert l'endroit au Québec où la pression démographique est la plus grande. Il y a une explosion démographique depuis une dizaine d'années. Sud de la Naudière, on a besoin de 140 lits. C'était même déjà prévu lorsqu'on a ouvert l'hôpital en 2004, de nouvelles installations d'hôpital à Lachenay. M. Bolduc arrive devant l'engorgement de l'urgence, est obligé de reconnaître le problème. Puis avant même d'avoir donné les 60 millions à la Chine, il promet 100 millions de dollars pour Lachenay. Et là, quand je lui demande, ou les gens lui demandent, mais pourquoi vous ne rencontrez pas vos obligations? Par exemple, mon hôpital, moi, a déjà soumis il y a un an le premier volet du cahier de préparation de ces projets. Ça fait un an, silence radio. Et quand moi je demande au ministre, quand les gens de l'hôpital demandent au ministre, quand les gens de la Chine demandent au ministre, et au ministère, ce qu'on nous répond, c'est qu'il y a des contraintes budgétaires. Ces contraintes budgétaires font en sorte qu'on ferme des lits là, à la Chine. Fait qu'on ne peut même pas opérer des instruments qu'on a pourtant payés très cher pour faire de la colonoscopie. Alors, moi, je demande à M. Bolduc simplement, pourquoi est-ce qu'il préfère faire attendre notre population pour maintenir les profits abusifs que font les multinationales parce que le Québec ne fait pas ce qu'on lui demande depuis 4 ans. Depuis 6 ans, depuis 2006 que Québec solidaire a déposé le projet de Pharma-Québec. Il suffirait que le gouvernement fasse exactement la même chose que les consortiums d'achat des hôpitaux du Québec qui ont des rabais de 25 à 40 %. Je vous rappelle que 40 % sur la facture actuelle sur la facture actuelle que paye le ministère, c'est plus de 1,8 milliard de dollars. Donc tout près de 2 milliards de dollars d'économie. Qu'est-ce que le ministre attend pour obtenir les rabais auxquels on a droit, que la Colombie-Britannique touche, que l'Ontario touche? On paye nos médicaments 700 $, je m'excuse, non, j'ai fait la différence entre 1100, 400 $ plus cher, 300 et quelques, 400 $ plus cher par habitant que le reste du Canada. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Juste ça, ce calcul-là, je l'ai dit dans ma question, je pense que c'est 1,2 milliard de dollars de différence. Donc, je rappelle à M. Bolduc, j'aimerais vraiment que M. Bolduc, avant la fin du mandat du Parti libéral, rencontre les promesses qu'il a faites aux gens de Lachenay et aux gens du sud de la Naudière et aux gens de la Chine. Merci beaucoup de votre attention. On peut poser des questions sur l'hôpital, oui, sur les médicaments, sur Pharma-Québec. Je n'aurais peut-être une autre sur un autre sujet. Vas-y, la fin. Je voulais laisser la chance. OK, bon. Je suis pas Antoine. Est-ce que vous pensez que le groupe Mise en demeure a sa place à la Saint-Jean-Baptiste? Je crois qu'il s'est désisté, là. Je suis pas certain, je ne peux pas confirmer, mais on a vu le premier ministre a fait une sortie aujourd'hui contre, justement, cette formation-là. Vous la connaissez bien. Ça dépend des organisateurs. Mais vous, votre opinion là-dessus? Parce qu'on dit que... Là, vous me proposez de me prendre pour un autre. Maintenant, il faut que je sois aussi un commentateur de la scène artistique et musicale. Franchement, M. Ouellet, là, je suis qui, moi, pour décider? Il y a des organisateurs, il y a des gens mieux placés que moi, c'est à eux à décider. Mais est-ce que ça vous dérange, les paroles? On a vu Mme Courchaine à coup de masse, tout ça, là. Est-ce que c'est des choses qui vous inquiètent? Aujourd'hui, on me crucifie. On me crucifie. Hier, c'était Mme Marois qu'on montrait, là, tapant du casserole sur la tête de M. Charest. Il y a vraiment une violence inouïe là, dans ces caricatures-là. Pourtant, vous ne me demandez pas de les commenter. Vous ne m'avez pas demandé de commenter les dires de M. Facal. C'est un ancien ministre. On s'attend de lui quand même quelque chose de différent d'un groupe de musique marginale. C'est un ancien ministre important.
il a eu des propos. Moi, ça me déplaît ces propos-là, mais je le condamne pas. C'est sa liberté de parole. Alors, occupons-nous de nos affaires. Vous m'avez dit de ne pas me prendre pour Gandhi, Martin Luther King. Alors, je ne commencerai pas aujourd'hui à me prendre pour Gilbert Rozon. D'accord? Monsieur Kadir, il n'en demeure pas moins que M. Charest a fait vraiment là, un plaidoyer, c'est voulu, contre la violence. Il estime que ça va trop loin. Moi, je fais un plaidoyer contre la vie. Moi, je fais un plaidoyer contre la mafia. Je demande à M. Charest de nous dire pourquoi est-ce qu'il a laissé la caisse électorale de son parti être pris en otage par la mafia et les firmes de génie conseil. Ça, c'est beaucoup plus important pour le Québec. Vous avez dit Madame, Une fois que vous avez dit ça, il y a quand même eu dans le conflit étudiant différentes caricatures, différentes chansons, différents actes de violence. Vous avez dénoncé votre part. Aujourd'hui, vous parlez de la caricature qui vous touche. Est-ce que vous estimez qu'au nom de la liberté de presse, dans les derniers mois, dernières semaines, c'est allé trop loin? Je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est la liberté de presse qui est allée trop loin. C'est la violence de l'État. C'est la répression policière. C'est des lois injustes. C'est ça qui est allé trop loin. Et ça apporte son lot de dérapages. Faut qu'on garde la tête froide. Puis il faut qu'on analyse les choses, pas dans les tentatives de manipulation de certains milieux d'affaires et du pouvoir qui essayent absolument de rejeter tout le tort de ce qui se passe sur les étudiants, sur le mouvement populaire, sur les citoyens au coin des rues qui font des casseroles. Faut, dans la séquence, comme bon médecin, moi j'utilise toujours mon approche médicale. Quand on voit quelqu'un qui arrive à l'urgence, on essaye de soigner les plaies, mais ce qui saigne, là, c'est pas ça la cause de la maladie. C'est l'accident qui l'a entraîné, ou c'est le cancer qui ronge le corps qui saigne. Donc si vous me demandez à moi, mais Monsieur Kadir, qu'est-ce que vous faites du pansement? Ben oui, le pansement, il faut le mettre dessus. Mais la cause première, c'est le cancer. Et le cancer qui ronge le Québec, c'est un pouvoir qui devient de plus en plus autoritaire, un pouvoir malsain, un pouvoir sous influence de la mafia et des milieux d'affaires qui n'ont aucun respect pour la volonté de la population. Ce qui actuellement importe pour le Québec, c'est de savoir, enfin, qu'on va se débarrasser d'un gouvernement libéral qui a laissé nos ressources naturelles être vendues pour un petit pain, qui a laissé la caisse électorale de son parti être prise en otage par la mafia, les firmes de génie conseil. C'est ça qui est important. Nous allons nous concentrer là-dessus. Que le premier ministre essaie de détourner, c'est ça que vous dites, de détourner l'attention en braquant là, les projecteurs sur la violence. Je ne pense pas que le premier ministre soit seul à faire ça. Il y a plusieurs milieux d'affaires qui le font. Il y a des grands ténors de certains, certains commentateurs de certains médias, certains journalistes, certains éditorialistes. Il y a l'élite, là, l'élite d'affaires et politiques qui a dominé le Québec depuis 40 ans est dérangée. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas que les gens soient enfin debout, que les gens ne se laissent pas piler sur les pieds, que les gens disent on n'acceptera pas n'importe quoi. Puis ça, on doit le célébrer. C'est à la gloire du Québec. Moi, je suis fier du Québec aujourd'hui. Je suis fier de sa jeunesse. Je suis fier de son mouvement populaire. Dans combien de pays au monde vous connaissez, vous pouvez me citer, que 300 000 personnes se réunissent dans les rues pacifiquement un 22 avril pour la défense du bien commun, de quelque chose d'aussi abstrait que le bien commun. Ça, c'est le Québec d'aujourd'hui. Et ça, les élites d'affaires ne comprennent pas. Et il y a même une certaine élite, je dirais, politique et journalistique qui refuse de s'ouvrir les yeux et de le reconnaître et de le célébrer. M. Kadir, si on vient à mise en demeure, outre M. Charest a condamné la participation du groupe au spectacle, mais aussi le texte d'une chanson en particulier et sévèrement, en excluant même pas des poursuites. Nous sommes un parti humaniste. Oui, Nous sommes un parti pacifiste. Québec solidaire a toujours prôné la participation de manière démocratique dans le débat politique. Écoutez, moi, je suis un médecin. Par devoir de médecin, mon premier devoir, c'est de protéger la vie de M. Martineau, la vie de M. Charest, c'est de les secourir si jamais il leur arrive quelque chose, et comme politicien démocrate, de protéger leur liberté de parole. Ce groupe dont vous parlez me répudie, vous le savez, hein, il me traite de petit bourgeois. Il y a un bout de leur chanson qui dit, d'après ce qu'on m'a rapporté, je ne l'ai pas écouté, qu'il faut brûler Québec solidaire, en les entendant braire. Bon. Mais c'est de la liberté de parole. On a eu des débats incroyables depuis 40 ans, 50 ans ici aux États-Unis à propos de ça. Franchement, c'est pas ça l'enjeu, là.
C'est quoi notre problème collectif? Comment ça se fait qu'on part on glisse sur n'importe quelle pelure de banane médiatique? Le débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce que M. Charest va faire pour régler la crise étudiante? Qu'est-ce que le Charest va faire devant la demande de la population? On est tanné de voir nos richesses naturelles nous être volées par une poignée de privilégiés ou de multinationales. C'est ça que les Québécois veulent savoir. Et c'est ça qu'on doit fouiller. Au lieu d'aller regarder les titres des chansons, là, j'aimerais que vous alliez regarder les titres en bourse d'ArcelorMittal. Que vous regardiez qu'est-ce que fait ArcelorMittal comme pratique d'évasion fiscale. Ça s'appelle du transfer pricing et il s'en cache même pas. Transfer pricing, ça veut dire de l'évitement fiscal agressif, puis au Québec, c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'on n'épluche pas ça, les chiffres d'affaires et les paroles et les actions d'ArcelorMittal, de Rio Tinto Alcan, de CIBC, dont le vice-président est fondateur de la CAQ? C'est ça qui est important. C'est ça qui fait mal au Québec. C'est pas les paroles d'un petit groupe de musique marginale, franchement. Vous demandez, c'est quand même, quand un premier ministre s'ingère, si on veut, dans les paroles de chansons, est-ce ça montre son désarroi. Il y a une liberté, une dérive, une atteinte à la liberté d'expression? Là, je veux pas trop. Là, la cour de M. Charest est déjà pleine, là. Je veux pas en plus l'accuser de vouloir réprimer. Je pense qu'il se sent attaqué. Il a vu le poster de la Croix, en fait, la pastiche qui a été faite. Son humour, pourtant, que vous connaissez très bien, lui a manqué. Cette fois, je ne sais pas où, à son parti. Là, peut-être que ça l'a mis en rogne. Je comprends. Il est mal, là. Il a perdu sa fenêtre électorale. En plus, Argenteuil a montré que peut-être sa stratégie de vouloir dépeindre tous ses opposants comme des violents, parce qu'ils portent le carré rouge, ça ne marche pas. Je le comprends que dans le désarroi, ils disent n'importe quoi, mais ça, c'est pas M. Charest. Je pense que c'est un démocrate. Le problème de M. Charest, c'est pas qu'il n'est pas un démocrate. Le problème, c'est qu'il nuit à la démocratie par ses pratiques de financement, par la trop grande proximité de la caisse électorale du parti avec la mafia, avec les firmes de génie conseil, avec les milieux d'affaires. C'est ça le problème. Le problème du Québec, c'est ça. C'est pas parce que M. Charest a eu un propos peut-être, je sais pas moi, que vous estimez antidémocratique par rapport à mise en demeure. The band Mise en Demeure will not be playing on the plains of Abraham on St. Jean-Baptiste. Do you think that there was political pressure to stop them from playing? I don't know. You have to ask that question because I'm not in the shoes of the organizers, neither of the government. If that's the case, I think that's a sad and deplorable decision. Freedom of speech is a central principle of our democracies. These debates have been ongoing since years in the United States about a lot of groups. If a previous minister of another government today in the newspapers takes his pen to depict me as a dangerous dictator who will execute every opponent, and he's allowed to do so, it's Mr. Facal in Journal de Montréal, it's his freedom of speech because he said that it's a dream. I would say it's a delirium, but for him it was a dream. Well, I respect his freedom of speech, and I haven't asked for his resignation, that he be thrown out of the Journal de Montréal or whatsoever. So maybe we should calm down, because the real problems of Quebec are not mise en demeure, is not Mr. Fagal. The real problems of Quebec is that the Liberal Party's electoral financement is too close to the mafia, is too close to big corporate business. That's the problem of Quebec. What do you think of the Quebec Premier pinpointing or targeting a specific band? He commits errors like everybody, but that's not his main problem. I think he's a true Democrat. I restate, Mr. Charest usually is a true Democrat. He makes some error. His biggest error is not that. His biggest error is Law 78. It's not I don't know if he has mingled in that decision of excluding mise en demeure. His real error is Law 78. His real error, which is anti-democratic, even if he doesn't realize that, is to permit his party being controlled by mafia and corporate business. That is his error. That's not democratic. You think he's feeling attacked? So, You think he's feeling attacked? maybe, but that's a small error.
I remind you, I think it's important we realize that. That's not the problem of Quebec. Mise en Demeure is a small, marginal musical group. Mr. Charest is an important decision maker. What's the problem is not his opinion about Mise en Demeure, but his opinion on mafia, his opinion about the close relationship between corporate business and his party's caisse électorale, his party's funds, okay, financement. That's the problem of Quebec. You know, we have to talk to the English community. Québec Solidaire makes an appeal. We have to realize that actually our province is governed by a government whose party is financed partly by mafia, partly in big chunk by big corporate business, which are controlling the decisions that this government is taking in the name of people. This is not democracy. That's the problem with Mr. Charest, not the fact that sometimes he might have some authoritarian attitudes. Do you find any of the lyrics in these songs to be problematic or questionable? The Premier is suggesting that they incite violence. Well, there are some lyrics that are offensive. For example, in that lyric, that group appeals to burn Québec Solidaire, my party, and laugh at it. They have repudiated me as being petit bourgeois. Yeah, but that's their freedom of expression. After all, why are we in democracy? Why are we so proud to be in democracy? Because we don't want people to forbid others to write and express themselves. Can I ask you a question on Duchesneau? You've probably been watching the Jacques Duchesneau's testimony. What do you think comes out of it? What's hitting you as the most significant part of his testimony so far? I think the best has yet to come. I have read about his testimony yesterday. He, by what he has said, one important conclusion that comes out with force is that the Liberal government, which appointed him, didn't wanted him really to work efficiently. That is for certain from what he says. Thank you. Merci.